Il est midi sur Toxin. Berkoff sur le vif. André Berkoff. Il est midi sur le monde. Et le monde, comment il va, monsieur? Bah écoutez, il tourne, monsieur, mais il tourne d'une drôle de façon. On va en parler avec Slobodan Despot, le fondateur d'Antipresse et écrivain. Et nous allons parler de ce qui se passe, de l'état des lieux, entre Maduro au Venezuela encerclé, entre les pourparlers étonnants entre Américains et Russes actuellement, entre Marco Rubio qui n'assiste plus, la première fois depuis 20 ans, l'Américain n'assiste pas à la réunion de l'OTAN, entre les Zelensky et les scandales de la corruption. Eh ben, je vous assure que il y a du pain sur la planche et on va en avoir. Et puis nous allons recevoir le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Il sera là avec nous. 4 milliards, ça coûte aux contribuables français, à vous, à moi, vous savez, en taxes. Eh bien, comment ça marche là aussi? Comment ça tourne? Le service public de l'audiovisuel? Eh bien, vous allez voir. Asseyez-vous, accrochez-vous, il y a de quoi. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Bonjour à tous, merci d'être déjà nombreux présents dans le chat et en direct. Bien sûr, le chat, c'est votre chat, donc n'hésitez pas à poser des questions à nos invités. Petit point, nous sommes déjà plus de 96 000 abonnés. Nous objectif les 100 000, donc on fait confiance pour vos partages, vos pouces, pour qu'on puisse continuer de développer l'information dans un contexte compliqué. Et nous attaquons justement avec l'actualité internationale, André. Et avec Slobodan Despot. Bonjour Slobodan. Est-ce que vous êtes avec nous? Cher André, est-ce que tu m'entends? Oui. Moi, je suis avec vous. Je ne te vois pas. On se tutoie parce qu'on se connaît, on va pas se raconter des histoires. Oui. On se tutoie. Je ne te vois pas, mais on t'entend très bien. Donc, c'est l'essentiel. Même si... voilà, ça y est. Que la lumière soit et l'image fût. Alors, créateur du site Antipresse, écrivain, auteur de Le Miel et Le Rayon Bleu aux éditions Gallimard. Et je rappelle, Slobodan, que vous fêtez. Allez, on va se vous voyez, on est quand même dans l'audiovisuel. Si tu veux. Oui, si vous voulez. Si tu veux, mon cher. Alors, c'est quand même formidable ce qui se passe en ce moment. D'abord, je voudrais dire, les 10 ans d'Antipresse, il faut le dire, c'est en 2015 que tu as créé Antipresse. Et c'est un site, ça dit bien ce que ça veut dire, Antipresse, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, la presse alternative, la presse mainstream, etc., etc. Antipresse, alors, c'est de l'alternative, c'est du mainstream, c'est du rebelle, c'est de l'opposition, c'est quoi? Antipresse, c'est tout ce qu'il y a de plus classique comme revue, parce que c'est une revue qui paraît toutes les semaines depuis maintenant 10 ans, dans un format qui est imprimable. On peut pas faire en papier, mais qui est imprimable, en PDF, qui paraît comme livre électronique en EPUB, qui paraît comme un site internet, et qui paraît aussi sous forme de podcast, puisque nous enregistrons tous les articles pour qu'on puisse nous lire par les oreilles, n'est-ce pas? Voilà. Reposer un peu les yeux. Mais nous sommes, en fait, je ne prétends pas être un intermédiaire de réinformation ou quoi que ce soit, je prétends simplement que nous sommes une revue, une chronique de l'époque. Indépendante. Indépendante. Ne dépendant que de ses abonnés, sans publicité, avec rien que des abonnés. D'accord. Et je dirais tout simplement un petit peu en marge. Si on s'appelle Antipresse, c'est pas parce qu'on est contre, c'est parce qu'on est au-delà ou en face, comme l'antiphrase, anticitaire en face de citaire, etc. D'accord. Donc et voilà, parce que quand tu m'as proposé de faire cette émission, j'étais en train justement de boucler cet ouvrage-là que je vais vous montrer. Oui, c'est très bien. La chronique de la décennie. La chronique de la décennie, et il y a de quoi dire, puisque ça a commencé, effectivement, donc en 2016, au moment de la campagne de Trump, c'était bien ça, la première campagne de Trump pour la présidentielle américaine. Et on était un certain nombre, moi j'ai interviewé Trump à ce moment-là à New York, et je crois qu'on n'était pas très nombreux à penser que peut-être il pourrait devenir président de la République américaine. Slobodan Despot. Alors exactement, d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons lancé l'Antipresse à l'époque, c'était cette dissonance qu'on observait entre les commentaires médiatiques et les commentaires institutionnels de l'establishment, disons chez nous en Europe, et tout simplement le réel tel qu'il se déployait. On avait l'impression que des gens vivaient dans le souhaitable et non pas dans le possible.
Et La nous, on a France, créé... c'est Delphine Ernotte, un PDG de France Télévisions. Nous voulons la France telle que nous rêvons qu'elle soit, et non pas la France telle qu'elle est. C'était déjà ça. Oui, c'était déjà ça. C'était déjà complètement fou. Voilà. Et donc, nous, depuis 2016, puisque nous sommes maintenant dans des phases terminales de certains développements qui ont commencé justement dans ces années-là, notamment avec l'éruption de Trump sur la scène internationale, nous avons, grosso modo, maintenant que je vois, en faisant mon inventaire sur les milliers d'articles, dans le livre, il y aura que des cailloux du chemin, 1% environ de tout ce que nous avons publié. C'est juste des repères. Et bien, dans ces repères, nous avions déjà l'anticipation de tout ce qui allait se produire, en particulier de la guerre d'Ukraine. Ouais. La guerre d'Ukraine, en fait, comme tu le sais, a commencé bien avant 2022. C'était avec le coup d'État de 2014 à Kiev. Il y a déjà eu un début de guerre civile de l'Ukraine, de la nouvelle Ukraine issue du Maïdan contre sa propre population de l'Est ukrainien. Et figure-toi que le 1er janvier 2022, dans mon premier article de l'année 2022, j'avais dit méfiez-vous, la Russie deviendra votre préoccupation première dans les temps qui viennent. Voilà ce qui se passe. Oui, et on voit aujourd'hui... Donc, oui, et en fait, c'est intéressant parce que... Alors, l'impression juste, en disant comme ça, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et on va en parler, Slobodan Despot, parce qu'il y a de quoi, parce que l'actualité, elle est là. Je rappelle, très rapidement, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? La Banque Centrale Européenne dit que, OK, on a gelé les avoirs russes, mais il n'est pas question de les utiliser pour la guerre en Ukraine, dit la banque. On va en parler. On voit ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, où Trump envoie des derniers avertissements à Maduro, tu t'en vas ou on attaque le Venezuela. On voit que Marco Rubio, pour la première fois depuis 20 ans, il n'assiste pas, Marco Rubio, les Américains n'assistent pas à une réunion de l'OTAN, pour la première fois depuis 20 ans. On voit ce qui se passe avec les accusations de corruption qui entourent de plus en plus le président Zelensky. On voit ce qui se passe en Europe, où il y a un triumvirat, Starmer, Macron, Merz qui dit non, il faut absolument continuer, aider l'Ukraine jusqu'au bout, très bien, et d'autres qui se rebiffent du côté de l'Europe de l'Est et autres. En fait, tout ça était en germe, Slobodan Despot, dans ce que vous avez recueilli dans Antipresse ou ailleurs, enfin, dans votre observation et analyse du réel depuis 10 ans. Oui, c'est un germe. Et malheureusement, ce qui est terrible pour nous, Européens, c'est que tout ce qui nous arrive aujourd'hui était très, très, très prévisible. C'est vraiment, on nous a annoncé le râteau posé sur notre chemin à des années d'avance, et on est allé droit dessus, sans dévier de la course, en disant il n'y a pas de râteau, parce que nous avons décidé que le chemin qui est devant nous, c'est le chemin que nous rêvons, et non pas celui qui est. Et c'est exactement le mot de Ernotte. Ouais. Le narratif plutôt que le réel, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Précisons un peu le Slobodan Despot. Donnons un peu concrètement, c'est dans tous les domaines, dans quel domaine on est allé vers le râteau pour que le râteau nous tombe sur la gueule? Je crois, d'abord, il faut voir de quoi on parle. Malheureusement, vous et moi, nous sommes Européens. Moi, je suis en Suisse, je suis originaire des Balkans, de Serbie. Vous, là-bas, vous êtes en France, mais nous sommes dans le même bateau, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes le continent que le monde commence à ignorer, ou dont le monde commence à se détourner avec une sourde horreur en voyant dans quelle profondeur d'absurdité nous sommes tombés. Je voyais hier sur les réseaux sociaux des Allemands qui se réjouissaient. C'est une anecdote, mais tellement significative, ça fait partie de ces signes des temps. Des Allemands qui se réjouissaient d'apprendre que les voitures Porsche vendues en Russie avaient cessé de fonctionner parce que leur lien satellite, parce qu'on les avait désactivés à distance ou je ne sais pas quoi. Et ces gens disaient, c'est bien fait, ces Russes qui ont acheté des Porsche, ils ont maintenant qu'à les transporter sur des carrioles. Mais je veux dire, ils se réjouissent de perdre un énorme marché du luxe au profit des Chinois. Mais il faut être fou pour se réjouir de ça. Déjà que Porsche, ça va pas très bien. L'industrie allemande, de manière générale, ça va pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Plus personne ne va acheter des Porsche en dehors de l'Europe, puisque ces voitures peuvent être désactivées à distance, on ne sait même pas pourquoi. Donc,
tout est à l'avenant. Maintenant, on a ces idéologies sociétales dont j'ai pas besoin de faire l'inventaire, qui sont spécifiques à l'Europe. Je veux dire, vous allez en Russie, en Chine, en Inde, et vous dites, vous savez, il n'y a pas que des garçons et des filles, il y a encore de l'entre-deux. Ben, on vous envoie chez le psychologue. Oui. Donc, manifestement, non, mais nous nous retrouvons, enfin, notre nomenclatura dirigeante, donc les gens qui ont accès à la parole, à la parole publique, à la parole officielle, les politiques, les médias, les académiques, etc., ils me font penser à ce chauffard égaré sur l'autoroute à sens contraire et qui dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces chauffards? Oui. Comment ils passent de l'autre côté alors que c'est moi qui suis en sens contraire? Comment ils font? C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison, voilà. Donc, nous sommes égarés à sens contraire sur l'autoroute. Mais alors, et c'est une situation folle. Mais c'est une situation folle, et non seulement folle, mais elle est étonnante parce que l'Europe, on l'a dit, ça, on l'a redit, c'est tirer une balle, je ne sais pas, dans le ventre, ou dans le pied, ou dans la tête, je ne sais pas, mais on en arrive à ça, on en arrive aujourd'hui, par exemple, parlons de choses très, très, très précises, je dois donner des spots par rapport à l'identité européenne, à l'Union européenne, etc. Par exemple, on a dit, Ursula von der Leyen, la première, eh bien, ces avares russes que nous avons gelés, 260 à 300 milliards de dollars ou d'euros d'avares russes gelés depuis 2022, depuis effectivement l'invasion russe de l'Ukraine, sur l'Ukraine. Et puis, la Banque Centrale Européenne vient de dire « Ah oui, d'accord, on les a gelés, mais on ne peut pas l'utiliser alors que c'était demandé par un certain nombre de dirigeants. Il ne faut pas le mettre pour aider l'Ukraine. » En même temps, hier, avant-hier, Zelensky était chez Macron, était chez un certain nombre de gens, d'ailleurs l'Union européenne. Nous allons continuer à aider l'Ukraine jusqu'au bout. Alors, il y a ça, on ne sait plus où ça se passe. En même temps, vous avez vu la rencontre avec Witkoff, Jared Kushner et Poutine à Moscou. En même temps, Trump s'occupe de l'Amérique du Sud avec Maduro, le Venezuela. En même temps, il y a ce qu'on a dit sur l'OTAN. Mais il y a quoi? C'est-à-dire que l'Europe a disparu des radars quelque part par rapport à ce qu'on est en train de décrire ou pas? Alors, manifestement, il y a, puisque nous sommes dans le contexte maintenant de cette dispute autour des fonds russes et de la paix en Ukraine, les deux choses sont connectées. Pourquoi est-ce que l'Union européenne essaie de s'emparer des fonds russes gelés? C'est parce que ce sont les derniers fonds de tiroir qui lui restent pour continuer de financer la guerre côté ukrainien. Ouais. Après, c'est directement, c'est les impôts des Européens. S'ils n'y arrivent pas, c'est directement dans votre poche qu'ils vont puiser. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont dit aux Belges, qui disposent de 140 milliards sur ces 300 milliards. Entre parenthèses, la France a aussi, je crois, 90. Personne n'en parle. Hein. Oui, les avoirs russes gelés en France également, bien sûr. On n'en parle pas. On n'a parlé que des avoirs gelés en Belgique pour le moment. Pourquoi? Parce que la Belgique est un petit pays qui est censé ne faire qu'obéir. Mais les Belges ont dit, d'accord, si vous voulez cet argent, alors nous partageons la responsabilité, c'est-à-dire le risque d'un procès devant les cours internationales pour vol, parce que c'est du vol, c'est du vol, ce qui ne s'est jamais produit durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Les ennemis avaient des fonds déposés chez l'adversaire qui n'ont pas été touchés. Bref. Tout à fait. Donc, si vous estimez que c'est pas du vol et qu'on peut faire ça, il n'y a aucun problème à partager la responsabilité de cet acte. Les autres pays ont dit non. Alors moi, je veux bien que les Européens s'organisent en bande de malfaiteurs, en association de malfaiteurs. Faut pas être candide. Les relations internationales, c'est un bassin de requins. Bien sûr. Moi, je veux bien. Ils sont à la guerre, tout est permis. Mais ils se considèrent en guerre, donc tout est permis. Mais quand on se met en bande de malfaiteurs, il vaut mieux être au moins loyaux les uns envers les autres, parce que si même cette loyauté-là disparaît, on va pas très loin. Bien sûr. Parce qu'ils peuvent faire la même chose, on l'a bien vu. Du monde, ouais. Oui, le reste du monde regarde ça. Ouais. Les investisseurs, je sais pas moi, chinois, arabes ou autres, se disent c'est pas là qu'on va mettre l'argent, vous avez vu ce qu'ils en font. Les Américains disent ces gens-là ne s'entendent pas entre eux, donc on va tout simplement les ignorer. Ils n'ont pas les moyens de leur menace, on va les ignorer. Et les Russes, ça fait un moment qu'ils n'écoutent plus du tout ce qui se passe en Europe, ça les intéresse pas. Donc nous sommes effectivement mis hors jeu,
Et ce qui se passe, c'est que les Américains, alors pour des raisons qui sont à mon avis liées à leur politique intérieure, les Américains continuent de négocier avec les Ukrainiens sur la paix en Ukraine, ce qu'ils ne seraient pas obligés de faire parce qu'il leur suffirait de dire bon, maintenant on coupe tous les robinets puis c'est fini, vous faites ce que nous disons. Mais ils ont coupé les robinets puisqu'ils demandent à l'Europe d'acheter leurs armements. Ils disent, si vous voulez continuer de soutenir l'Ukraine, eh ben, écoutez, nous, on a les armes, on a ce que vous voulez, mais vous les achetez. Nous, on coupe les robinets. C'est plus notre problème. Voilà. Ouais. Bon, eh ben, il pourrait encore cesser même de fournir ces armes et il pourrait cesser surtout de fournir le renseignement par satellite et toute la logistique nécessaire pour que la guerre se continue. Ils ne le font pas. Parce que chez eux aussi, ils sont partagés. Les uns veulent aller à la guerre à outrance, les autres, la tendance Trump voudrait intelligemment, à mon avis, c'est pas du tout du favoritisme pro-russe. Au contraire, les Américains, l'administration actuelle a compris que plus le temps passe, plus les conditions d'une négociation avec la Russie vont se détériorer. Donc, dépêchons-nous d'obtenir ce qu'on peut avant la capitulation, l'effondrement total du front, la capitulation totale de l'Ukraine. À ce moment-là, la Russie sera en mesure de faire de l'Ukraine un État satellite. Et nous n'aurons plus notre mot à dire. Bien sûr. Et c'est le danger extrêmement rationnel et intéressant. Ouais. Et intéressant comme raisonnement. Ils prennent en compte la situation sur le terrain, ce que personne en Europe ne veut faire. Alors, vous savez, de ce point de vue-là, Slobodan, je vais vous faire entendre quand même l'illustre général Yakovlev, vous savez, cet ancien de l'OTAN qui sévit sur LCI, qu'on entend du matin au soir et du soir au matin, qui avait dit d'ailleurs en 2022, il a dit « Poutine a perdu la guerre, mais il ne le sait pas encore », c'était en 2022. Et voici ce qu'il dit, là, hier, je crois que c'était hier, effectivement. Écoutez le général Yakovlev. Si on disait il est dingue, ça reviendrait au gros à la même chose. Non, il travaille pour Poutine, mais pas dingue. Très bien. Mais je veux dire par là, Poutine, pour lui, Trump, c'est le rêve. Il a un gars qui fait tout ce qu'il lui demande. C'est beau, ça. Et il le paye même pas en plus. Donc, non, c'est beau. Là, alors, hier, il était dans le mode ultimatum, et là, c'est une base de discussion. Voilà. Donc, à la limite, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il revenait du golf, il était content. Voilà. Donc, on verra demain. Voilà, Trump est effectivement le valet de Poutine, son soumis, etc. Intéressant d'entendre ça dans certaines chaînes. Oui. J'aime beaucoup la cravate du général Yakovlev, elle est très élégante. Ceci dit, je pense, pour reprendre sa propre expression, que le général Yakovlev a perdu l'esprit, mais qu'il ne le sait pas encore. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais une analogie très grossière. Ouais. Ces commentateurs que nous voyons depuis 3 ans et au-delà d'ailleurs depuis 10 ans, parce que moi j'ai affaire à ça tout le temps, que nous voyons tourner les choses de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils sont en fait dans une sorte de théorie du complot permanente. C'est-à-dire que Trump ne prend pas de décisions souveraines, il prend des décisions parce qu'il est sous influence russe, n'est-ce pas? Il ressemble. C'est une situation où, n'est-ce pas, vous auriez par exemple, vous et moi, nous sommes des commentateurs sportifs. Nous regardons un match entre l'équipe A des Rouges et l'équipe des Bleus, et quelqu'un de nous dit « Ah ben voilà, les Rouges sont mieux préparés, ils ont plus de réserves, ils ont plus de moyens, et surtout, ils ont plus la niaque pour gagner ce match, donc nous pensons que les Rouges sont avantagés pour gagner ce match. » Et on vous dit en face, c'est que les Rouges vous payent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment se fermer les portes de l'esprit que de voir le monde ainsi. Je veux dire, moi, par exemple, pour avoir dit ces choses, des évidences qui nous ont conduits là où nous sommes, pour les avoir dit ces dernières années, j'ai été traité d'agent du Kremlin. Si j'avais reçu de l'argent du Kremlin, ça se saurait. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Mais ces gens sont dans un déni de réalité complet. Et plus ça avance, plus ils la nient et plus ils ont des jolies cravates. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, il faudrait faire une corrélation entre la cravate et effectivement le réel. Oui, et puis la Légion d'honneur, n'oublions pas les Légions d'honneur. Bien sûr, ça c'est très 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 important. Mais alors justement, Slobodan Despot, si on regarde tout ça, si on regarde effectivement l'état des lieux, en poussant, sans faire des prédictions, on ne va pas lire dans le marc de café, et chacun sait, comme disait Alphonse Allais, que les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Mais quand même, on peut voir un certain nombre de choses, qui est que
on a l'impression que c'est aujourd'hui inéluctable, qu'on parle, mais qu'il y a un certain nombre de gens, et à votre avis, qui et pourquoi, qui veulent absolument continuer, dès qu'on parle de cessez-le-feu ou de plan de paix, ils disent non, c'est de la trahison, non, il faut continuer. Et parlons aussi de ce qui s'est passé, et peut-être vous avez d'autres informations, sur les scandales de corruption. Ok, la corruption, il y en a partout, c'est clair. Mais autour de Zelensky, autour de Yermak, autour de ce bras droit, autour de gens très forts, très proches, du président ukrainien, mais le cercle est en train de se resserrer drôlement. On le sait depuis longtemps, depuis les Pandora Papers, mais là, on est passé à un autre stade. Alors, oui, en effet, ça fait un moment qu'on sait, grâce aux Pandora Papers, grâce à l'affaire de l'emploi fictif du fils Biden. Faut pas oublier qu'il y avait une prise d'intérêt de la famille Biden en Ukraine dès le début. Grâce à des enquêtes qui sont en train de se faire maintenant, on sait très bien que la guerre d'Ukraine, a été probablement la plus formidable machine à laver de l'argent public pour le mettre dans des poches privées qui ait jamais été inventée dans l'histoire de l'humanité. Ah oui, vous diriez à ce point. Ouais. Ça ne s'est jamais vu. Pourquoi ? Parce que les Américains sont en train de constater que sur les fonds, ils pensent qu'ils ont envoyé 360 milliards déjà, investi 360 milliards dans l'Ukraine. Ils disent il y a 30% qui ont passé dans la nature. Ouais. Et que font nos armes envoyées en Ukraine pour équiper les Ukrainiens chez les cartels de la drogue au Mexique? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Les Mexicains sont pas allés les chercher. Donc, entre autres choses, il y a eu l'affaire dont on a très peu parlé ici, l'affaire le scandale de la plateforme crypto FTX qui servait à blanchir de l'argent envoyé en Ukraine et à le renvoyer aux États-Unis. Donc le fondateur de FTX a été mis en prison, mais c'est une affaire américaine. Ça fait un moment qu'on le sait. Les gens qui sont impliqués là-dedans, alors je dis pas que tout le monde a la main dans le pot de miel. On va pas dire le tous pourri. Voilà, il y a des rétrocommissions, il y a etc. C'est ça. Ça fait beaucoup de gens qui sont impliqués. C'est normal. Ouais, bien sûr. Eh ben, on se rappelle l'affaire des frégates de Taïwan. Dès qu'il y a du commerce d'armes, il y a des rétrocommissions. Évident. Lorsque vous avez des systèmes industriels comme le système industriel américain qui s'oriente, qui n'a de base de profit que dans la fabrication de l'armement. Le fameux complexe militaro-industriel, absolument. Ouais. Eh bien, vous avez besoin de guerre. Vous avez besoin de guerre ou de menaces de guerre. Lorsque, par ailleurs, là c'est un aspect de la question. Maintenant, vous avez un autre aspect de la question qui est un aspect politique. Les dirigeants européens, comme vous l'avez expliqué en 2022, vous savez, cet auteur de roman chez Gallimard, Monsieur Le Maire. Ah oui, il était aussi ministre de quoi déjà? De la faillite. Monsieur Le Maire, Bruno Le Maire, qu'il allait mettre la Russe à genoux, l'économie russe à genoux. Donc, ça ne s'est pas produit. L'économie russe va beaucoup mieux qu'on ne l'espérait. Les Européens ont cru. Le plan était simple. D'ailleurs, nous, on a écrit là-dessus. Vous savez, il y a eu des conférences. Personne n'en a parlé. Mais il y a eu des conférences très officielles sur le démantèlement de la Russie. Une fois que l'État serait en faillite, on en fait une vingtaine d'États qui nous seront soumis. Alors, ce sont des rêves mouillés. Monsieur Le Maire en est spécialiste. Mais, je veux dire, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un plan. On a dit aux industriels, on a dit à tout le monde, on va casser une fois que la Fédération russe s'est enlisée. Ouais. Voilà. Elle s'est enlisée en Ukraine, on va casser le régime Poutine, qui grâce à la crise économique, grâce aux sanctions, et nous allons avoir quelqu'un au début qui sera notre allié, notre homme dans la place au Kremlin, et qui nous permettra de faire de la Russie notre colonie. Ça, c'était le plan. Le plan n'a pas marché. Mais ces gens, en attendant, se sont commis cul et chemise avec le petit bonhomme vert de Kiev. Quand le petit bonhomme vert sera tombé, ce sera l'heure de leur chute à eux aussi. Donc c'est normal qu'ils essayent de le maintenir en selle aussi longtemps que possible. Mmh.
Oui, alors ça, c'est un des problèmes qu'il y a. Et effectivement, l'actuel gouvernement américain est assez peu enthousiaste à continuer cela, on le voit bien. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce que ça va arriver quand même? Parce que quelle serait à ce moment-là, on voit la position de l'OTAN, parce qu'on parle de l'OTAN, Mark Rutte, vous savez, secrétaire général de l'OTAN, il a eu cette phrase extraordinaire, vous vous rappelez, il dit oui, mais il dit non, les Ukrainiens gagnent, mais malheureusement, le front, c'est dans la position opposée que ça se passe. Enfin, il a dit ça mieux que moi, mais formidable. Or, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que, au fond, est-ce que Trump... et le gouvernement Trump, avec cette espèce de focalisation aujourd'hui, en tout cas, sur l'Amérique du Sud et le narcotrafic, hein, très, très, très clairement, est-ce que c'est une échappatoire où il se dit, bon, écoute, maintenant, cette histoire d'Ukraine, il faut en finir, et on va s'occuper de la Chine d'un côté, effectivement, et de l'Amérique du Sud de l'autre. C'est très intéressant de voir comment, effectivement, c'est en train, ce n'est pas nouveau, hein, c'est en train de basculer. Et je reviens, et c'est ma seconde question sur le banc des spots, par rapport à l'Europe, est-ce qu'on va avoir une véritable rupture, ou en tout cas entre les pays de l'Europe de l'Est qui sont en train de se dire, oui, mais nous, à quelle sauce on va être mangé ou pas, ou n'a pas envie d'être mangé, et cette Europe de l'Ouest, effectivement, Mélanie aussi est sur un autre circuit. Je veux dire, est-ce que d'un côté, l'Amérique est en train vraiment de se retirer, en tout cas de négocier autrement avec la Russie d'un côté et avec son hinterland d'Amérique du Sud et l'Asie, la Chine de l'autre, et d'un autre côté, l'Europe est-elle en train, l'Union européenne, pour parler très franchement, est-elle en train de se fissurer de façon assez, je ne dirais pas inéluctable, mais très profonde? Alors, très rapidement, tout de suite, c'est oui, il y a une fissure à l'intérieur de l'Union européenne et il y a une fissure évidemment à l'intérieur de l'OTAN, comme vous l'avez relevé vous-même, puisque les Américains ne sont plus intéressés même à participer aux réunions. Et qu'il y a eu, comme l'a relevé le professeur Mearsheimer, il y a eu une réunion préalable pour la première fois des alliés des Américains qui s'était faite, qui a été organisée là, ces derniers jours, pour savoir comment on allait faire pour maintenir, disons, la sécurité à l'intérieur du territoire otanien sans les États-Unis. Ça ne s'est jamais vu. Bon, c'est une chose. Donc, je dis oui, il y a une crise à l'intérieur de l'UE et il y a une crise à l'intérieur de l'OTAN. Mais quand on essaie de comprendre, c'est difficile de comprendre les aiséments et les zigzagages de Donald Trump. D'une part à cause de son tempérament propre, d'autre part à cause des luttes intestines, des clans à l'intérieur de son propre système. Donc ça fait deux paramètres qui se croisent et qui font des turbulences sans arrêt. Mais le principe général, et cette année, après son élection, j'ai fait tout un mini-feuilleton dans l'Antipresse intitulé « Le gouvernement global en exil ». Ce qui se produit, c'est que l'administration actuelle des États-Unis ne croit plus à la possibilité d'un monde globalisé et unifié sous la direction de l'Occident. Ils savent que c'est fini. Les Européens ne l'ont pas compris. Les Européens ne voient pas leur place dans un monde qui ne soit plus globalisé. Et donc, les Européens se sont alliés et continuent de travailler, on voit par les échanges transocéaniques, avec la partie de l'establishment américain, qui est essentiellement liée au Parti démocrate, qui croit encore en la possibilité d'un gouvernement global. Donc les Obama, les démocrates, le fils Soros, etc. Et eux, en quelque sorte, après le deuxième avènement de Trump, qui les a pas vraiment désarçonnés, mais qui les a quand même mis un petit peu en difficulté, eh ben ils s'appuient maintenant sur l'Europe. De son côté, le gouvernement américain, c'est-à-dire Trump, effectivement, à mon avis, est en train d'essayer. Et c'est peut-être pourquoi il envoie des personnes de confiance qui n'ont aucun rôle officiel, comme Jared Kushner n'a aucune fonction officielle au sein de l'administration. Pourtant, il va voir directement, Poutine. C'est un signe. C'est un signe. Vous savez, quand on envoie son gendre, plutôt qu'un ministre ou un diplomate, c'est qu'il y a des messages à faire passer que le public ne doit pas connaître et que les médias ne doivent pas entendre. Ce qu'il essaie de faire, à mon avis, c'est de partager le gâteau mondial. C'est-à-dire, on te laisse l'Ukraine, tu nous laisses l'Amérique du Sud. Ouais. En gros. Oui, une espèce de Yalta planétaire de New Style, quoi. Ouais.
Oui, qui ne dit pas son nom. Qui ne dit bien pas sûr. son nom, parce que ils ne savent pas non plus. Il y a encore un facteur qui pour les Américains est extrêmement déstabilisant, c'est qu'ils ne savent pas tellement quelle stratégie adopter à l'expansion, du moins économique, de la Chine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit un Yalta trop fixe, parce Bien sûr. qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller la Chine. Oui, avec les BRICS, ça a changé quand même la donne. On n'est plus au temps d'Yalta, on est bien d'accord. Et alors, juste une dernière question quand même. On va pas enterrer ça, Slobodan Despot, mais quand même. Et l'Europe dans tout ça? Est-ce que, en fait, de quoi l'Europe aujourd'hui est-elle le nom? Y a-t-il encore une Europe où on fait semblant? Évidemment, il y a l'Union européenne. Alors là, elle est plus que jamais présente puisqu'elle 80% des lois qui nous régissent sont créées à la Commission européenne et à l'Union européenne. Mais en fait, sur le flanc, sur le réel, revenons au réel et pas au narratif, qu'au va dit Europe? Alors, il y a, comme l'Union européenne est un organisme en voie de dissolution, en phase terminale, il y a un raidissement, évidemment. Et puis, vous savez, il y a toujours, chez les mourants, il y a toujours le petit sursaut, la petite embellie 5 minutes avant le décès, avant le trépas. À ce point. Donc, non, mais oui, parce que, pourquoi? Parce que mon pays où je vis, la Suisse, qui est un pays théoriquement neutre et non membre de l'Union européenne, eh bien, elle aligne de plus en plus ses propres lois sur l'Europe. Elle subordonne ses lois à l'Europe parce que elle se sent, enfin, pour diverses raisons liées à l'attitude des élites suisses, elle se sent maintenant poussée à s'intégrer à l'Europe à cause de la menace américaine. Mais d'un autre côté, vous avez des pays comme la Slovaquie qui vient de voter la non-subordination de ses lois internes, qui sont plus démocratiquement établies aux lois européennes. Donc, on a deux Europes qui suivent deux directions différentes. Il y a une espèce de, j'allais pas dire d'axe, mais il y a une alliance est-européenne aujourd'hui très nette entre la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est très proche de ces deux pays. Et ce sont des pays qui sont en dialogue avec la Russie. La Serbie, entre autres, n'a toujours pas imposé de sanctions à la Russie, et c'est le dernier pays d'Europe à ne pas l'avoir fait. Et puis, vous avez des pays intermédiaires, comme l'Italie, qui balance un peu, qui compte un peu sur les Américains pour desserrer l'étau de la bureaucratie européenne, et des pays comme, par exemple, la République tchèque, qui vient d'élire un homme qui est plutôt de tendance souverainiste et donc plutôt du genre à s'allier avec Orban. On a effectivement une fracture des Europes. Je pense aussi, pour connaître un peu les affaires polonaises, que si les Polonais obtiennent des concessions territoriales en Ukraine, s'ils peuvent récupérer concrètement, s'ils peuvent récupérer l'Europe, oui, bien sûr, oui. Ils vont leur grande hystérie anti-russe va beaucoup se calmer, mais en revanche, ils vont devenir les moutons noirs de l'Europe. Ce qui est intéressant, l'Europe est fractionnée. Oui, l'Europe est fractionnée. L'Europe est incontestablement, il y a un autre monde qui arrive, on le voit vraiment un peu partout. Merci Slobodan Despot de vos éclaircissements. Allez voir Antipresse. Il faut faire quoi pour sur Internet pour aller antipresser. Antipresse.net. Antipresse.net. On peut aller sur antipresse.net ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, en tout cas, pour Antipresse. le livre, c'est go. Oui. Pour le livre, c'est go.antipresse.net/libre. Voilà. /libre. Eh ben, c'est parfait. Merci, Slobodan Despot. Vous voyez, il faut être presse comme l'antipresse. C'est aussi la vraie presse. Celle-là. Celle qui donne des infos. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. À bientôt. À bientôt.